Bonjour. Donc voilà, ça c'est pour illustrer un dessin que j'ai vu la semaine dernière dans les couloirs de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides à l'Observatoire de Paris. Un beau dessin d'enfant. Alors il y en avait toute une série sur le ciel et celui-là, dont la légende est: si les savants envoient trop de satellites dans l'espace, ils vont se cogner, des satellites, hein, et ça sera très grave. Voilà. Alors, voilà. Donc, moi, je vais vous parler de comment réagissent les amateurs face aux flottes géantes de satellites. Alors, j'en profite tout de suite, rien que dans le titre, pour faire un petit peu de logomachie. Alors, la logomachie, c'est combattre sur les mots. Les opérateurs et les journalistes, et puis nous reprenons le terme constellation de satellites. Moi, j'aime pas ce terme-là, parce que les constellations, c'est des parties du ciel. C'est très ancien, ça remonte à l'Antiquité. C'est beau, ça fait rêver, ça a une dimension poétique. Et pour désigner beaucoup de satellites envoyés par un même opérateur, il y a un mot qui existe déjà, qu'on utilise dans la navigation, pour la logistique avec des camions, etc. C'est la flotte. Et donc, moi, je parle de flotte géante de satellites. Et si vous voulez, si on utilise constellation, c'est un peu comme si on désignait un parking de voitures comme une forêt de voitures. Voilà. Hein, bon, moi, je trouve que parking, c'est bien. Alors, donc, je vais vous parler des astronomes amateurs qui se sont intéressés très tôt au problème des flottes géantes de satellites. Alors, avant de parler des réactions des amateurs, il faut que je vous présente un petit peu ce monde. Donc, je vais vous parler des amateurs français parce que c'est ceux avec qui j'ai le plus de contacts, mais même si ce n'est pas exclusif. D'abord, ce n'est pas une population totalement négligeable. Disons qu'en France, il doit y avoir à peu près 1000 astronomes professionnels. Hein, c'est à peu près le nombre d'adhérents de la SF2A, je crois. Comment? 500, ouais, bon, enfin, ils ne sont pas tous à la SF2A. Il y a des... Et puis on pense qu'il y a à peu près 100 000 personnes en France qui s'intéressent à l'astronomie. Alors, parmi eux, il y a toutes sortes de degrés d'engagement. Il y a ceux qui ont une contemplation poétique du ciel, qui savent reconnaître la grande ours, quelques constellations, et ou qui lisent des livres et qui regardent quasiment jamais le ciel. Il y a beaucoup de gens qui font de l'observation visuelle occasionnelle, avec une paire de jumelles ou une petite lunette qu'ils ont achetée quand ils étaient petits ou pour leurs enfants, et puis ils essayent d'aider leurs gamins avec, parce qu'en fait, ce n'est pas si facile que ça à utiliser. Il y a des gens qui font de l'astrophotographie, autrement dit de la photographie des objets du ciel. Il y a des gens qui font de l'observation visuelle assidue. Alors, j'ai illustré ça avec là, une personne d'un club de Lyon, je crois, qui utilise un télescope qu'on appelle un télescope Dobson avec un miroir de 40 cm. Bon, c'est des instruments qui commencent à être conséquents, qui permettent de faire des belles observations. Alors, il ne faut pas croire, mais des gens comme ça, ce n'est pas une rareté. Il y en a des centaines en France. Et puis, donc c'est ce que j'appelle les observateurs assidus. Alors, ils connaissent des centaines d'objets qu'ils savent trouver par cœur. Ils en ont vu des milliers. Il y en a qui tiennent des listes, etc. Et puis, il y en a qui font des observations à visée scientifique, soit pour reproduire des choses qu'ont faites des professionnels il y a 30 ans, par exemple, et qu'ils arrivent à faire maintenant, soit pour collaborer avec eux. Alors, je vais vous parler un peu des réactions de tous ces gens-là. Mais bon, replaçons un petit peu les problèmes. Donc, les problèmes, c'est les nouvelles pollutions du ciel. Alors, cette image illustre bien deux aspects très préoccupants pour les amateurs de la pollution céleste. Donc, c'est une photo qui a été prise de Meudon, donc dans un ciel bien pollué parisien. Un jour, il y avait un peu de nuages, mais vous voyez que quand il y a un peu de nuages, on peut quand même voir des choses. On voit les Pléiades en haut, là. Je ne sais pas si on voit la flèche sur les... Oui, on voit. Voilà, l'amas des Pléiades. Ici, c'est Aldébaran du Taureau. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, super, voilà. Là, il y a la constellation d'Orion. Et là, il y a un truc qui, à mon avis, n'est pas une étoile. Ça doit être un avion ou un satellite, je ne sais pas. Donc, vous voyez un fond de ciel très orange, très brillant. C'est une vraie calamité pour l'observation du ciel. Et puis, ces trois tirets qui sont en fait trois satellites Starlink
tiré, donc ça c'est une photo qui a été prise, je crois, en 2020 par Nicolas Biver. C'est 3 d'une série de 60. Donc il y en a 60 comme ça qui ont défilé. Ce sont des satellites en phase d'ascension. Donc ils ont été tirés et ils sont propulsés par un petit moteur ionique, comme disait Roland. Et ça prend quelques semaines pour les faire monter en orbite où ils seront opérationnels et où ils seront positionnés de manière à être opérationnels pour l'Internet, mais aussi, heureusement pour nous, moins brillants. Alors, moins brillants, pourquoi? Parce que des astronomes ont été discutés avec l'opérateur de Starlink qui est SpaceX. Mais cela dit, moins brillant, mais quand même trop. Voilà, donc deux formes de pollution. Alors, cela dit, Starlink n'a pas inventé les satellites. Des satellites, il y en a depuis longtemps. Et une pollution du même ordre qui pose le même genre de problème pour les astronomes amateurs, c'est les avions. Donc, des avions, il y en a à peu près 12 000 qui volent à un instant donné. C'est un peu plus que ce qu'il y a de satellites, puisqu'il y a à peu près 9 satellites actifs ou inactifs en orbite autour de la Terre. Simplement, les avions, on les voit à quelques centaines de kilomètres et les satellites en orbite basse à quelques milliers de kilomètres. On les voit 10 fois plus. Enfin, 10 fois plus en surface, c'est plutôt 100 fois plus. Donc, la pollution par un satellite est potentiellement plus élevée, même s'ils sont moins brillants que les avions. Alors, le problème de la pollution, est-ce qu'on peut les régler à la source? Donc, c'est un problème qui concerne les astronomes professionnels, mais aussi les amateurs. Alors, oui et non. Alors, celui de l'éclairage public qui fait ce beau ciel orange, on pourrait le faire. Et des gens s'y emploient. Alors, pourquoi on peut le régler? Parce que c'est quand même un problème plus ou moins local. Si vous éclairez Paris, vous polluez 400 km alentour. Mais si vous êtes suffisamment loin, c'est bon, vous ne serez pas gêné. D'ailleurs, il y a encore des endroits sur Terre où on peut aller et où il n'y a pas de pollution. Il faut voyager pas mal. Moi, j'ai été comme ça dans un endroit en Afrique du Sud, au milieu de nulle part, une réserve qui s'appelle Ennisberg. Déjà, rien que le nom dit tout. La montagne quelconque, quoi. et, et, et là, on peut avoir des ciels très, très beaux. En France, ce n'est pas possible, mais on peut encore avoir des ciels corrects. Alors ça, c'est une carte que vous pouvez consulter sur Internet, qui est la carte de pollution du ciel nocturne. Elle couvre le monde entier. Elle est très utilisée par les astronomes amateurs pour choisir les sites d'où ils peuvent aller observer. Et donc, en général, là, vous reconnaissez, si vous avez appris la diagonale du vide en géographie, vous la reconnaissez parce que c'est un endroit moins éclairé. Et c'est un très bon endroit pour aller faire de l'astronomie en France. Il y a quelques sites dans les Alpes, plus lumineux, mais compensés par une altitude. Enfin, voilà, on fait des compromis. Cette pollution, on peut lutter contre. Alors, en France, il y a une association qui s'appelle la NPCEN. Au niveau mondial, il y a la Dark Sky Association qui lutte. Alors, la NPCEN intervient directement auprès des mairies en France et fait du lobbying aussi auprès des parlementaires pour qu'il y ait des lois sur l'éclairage public. Leur but n'est pas de supprimer l'éclairage public, mais d'en faire un outil raisonnable. Et puis aussi de mettre fin à quelques idées fausses du genre la corrélation rue bien éclairée égale rue sûre, qui est une corrélation qui n'existe pas. Par exemple, à Saumur, qui est quand même une ville moyenne, ce n'est pas une ville totalement négligeable, éteint ses lumières entre 11 h du soir et 6 h du matin, je crois, depuis quelques années, avant le Covid. Et les statistiques de délinquance n'ont pas baissé, elles n'ont pas monté, elles n'ont pas changé, c'est tout. Il n'y a pas de corrélation. Beaucoup de villages maintenant s'y mettent. Et puis il y a aussi des réserves de ciel étoilé. C'est une sorte de notion de parc naturel, mais pour avoir des ciels noirs qui se développent en France. Et plusieurs sites s'y mettent. Et les villages y participent justement en éteignant les lumières assez tôt. Voilà. Donc, il y a le moyen d'agir, il ne faut pas désespérer. Alors, bien sûr, il y a des pays où c'est facile, d'autres pays où c'est moins facile. Vous voyez, par exemple, ici, la Belgique. La Belgique, c'est une zone
de très vastes pollutions où c'est à peu près partout aussi horrible qu'à Paris ou dans sa banlieue, parce que la Belgique éclaire les routes. Donc, si vous n'avez pas de phare en voiture, vous serez un peu en danger, mais moins qu'en France, puisque les routes sont éclairées. Je ne connais pas d'astronome belge qui fasse des belles photos. Peut-être que depuis la Belgique, je pense que ceux qui en font ont une maison de campagne ailleurs, dans un autre pays. Voilà. Il y a des zones où l'éclairage se dégrade, en particulier toutes les zones en développement, en Asie, en Afrique, enfin par exemple au Moyen-Orient. Mais après, il y a des zones déjà développées où il y a un mouvement inverse, comme en France et dans certains pays d'Europe. La pollution par les satellites, c'est un autre problème parce que ce sont des effets globaux. On ne peut pas se cacher de la pollution par satellite. On peut aller n'importe où sur Terre. On peut aller dans les observatoires les plus isolés, les observatoires professionnels au Paranal ou je ne sais pas où. Les satellites passeront toujours autour, au-dessus ou au voisinage. Il n'y a pas de voies, même comme les avions, des endroits où les avions passent moins. Dans les satellites, c'est partout. Et un projet comme de couverture mondiale d'Internet ne va pas se dévier de ces zones. Donc là, c'est un problème global. La pollution est supranationale, donc une association française ou même continentale aurait du mal à faire quelque chose si elle ne décide pas d'agir au niveau mondial. Or, actuellement, il n'y a pas d'organisme clair pour des recours sur les aspects astronomiques de la pollution par les satellites. Il y a des chartes, par exemple, qui interviennent sur les radiofréquences, parce que là, il y a des enjeux économiques et militaires très forts. Donc, là, il y a une régulation qui est assez bien respectée. Il y a des chartes sur d'autres points, alors je ne me rappelle plus lesquels, mais par exemple, il y a la sauvegarde des astronautes. Si un astronaute est en péril, c'est un peu comme en mer. On se fiche de sa nationalité. Si on peut le secourir, on va le secourir. Voilà. Mais pour la pollution lumineuse de l'astronomie, il n'y a rien actuellement. Mais ça va peut-être changer. Soyons optimistes. Donc, les astronomes amateurs, qui ne sont pas très influents auprès de l'ONU en général, vivent avec. Donc là, je vais vous présenter pendant les quelques minutes là, qui viennent, comment les astronomes amateurs font depuis des années, parce que cette pollution satellitaire, elle n'est pas du tout nouvelle. Donc, je vais surtout me focaliser sur la pollution satellitaire, puisque c'est ça qui envoie d'amplification, possiblement une amplification exponentielle. Donc, les astronomes y sont confrontés depuis longtemps. Et donc, je vous parle maintenant des astrophotographes. On parlera après des contemplateurs du ciel visuel, poétique, et des gens qui font des manips avec des astronomes professionnels. Alors, depuis les années 90, il y a des astronomes fous amateurs qui se sont mis au numérique. À l'époque, faire de l'astronomie numérique, ça voulait dire avoir une voiture dont le coffre était rempli d'ordinateurs, de capteurs CCD ultra chers qui fonctionnaient pas très bien. Il n'y avait pas les logiciels, il fallait tous les faire. Moi, je regardais ça, je faisais de la photo argentique à l'époque, et je me suis dit, bon, je crois que je vais arrêter l'astronomie amateur, parce que les gens passaient leur nuit à essayer de débugger leur logiciel. C'était horrible. Mais enfin, ils l'ont fait, et ils ont fourni des outils, puis ensuite, il y a eu des capteurs qui ont été démocratisés parce qu'il y a eu la photographie numérique. Et maintenant, la norme chez les astronomes amateurs qui font de la photographie, c'est de faire de la photographie numérique. Et ils utilisent des techniques numériques directement inspirées de ce que font les astronomes professionnels, même s'ils le font peut-être d'une manière un peu moins scientifique. Je vais vous donner un exemple. Voilà, vous voulez prendre une photo du ciel. Alors autrefois, avec un appareil argentique, on posait la photo pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. On s'arrangeait, on avait une étoile guide, alors avec une lunette à côté du télescope, on suivait l'étoile guide, on la mettait au centre du réticule, et puis alors il ne fallait surtout pas craquer. Si on craquait, on se déconcentrait, on suivait sur une autre étoile, hop, on avait 2 photos décalées parce qu'on avait changé d'étoile guide. Enfin bon, c'était un vrai cauchemar. La photo numérique a permis de faire des choses intéressantes, même sans le problème des satellites. C'est qu'au lieu de
poser longtemps une photo, on prend plein de photos à pose plus courte. Alors, pour avoir une photo du ciel, donc, il faut poser longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et là, on prend des pauses courtes. Alors, ce qu'on appelle une pause courte, c'est 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Donc là, c'est une série de 4 photos posées 30 secondes, mais en fait, la série complète a un peu plus d'une centaine de... Enfin, il y a 120 pauses là, sur cette image. Donc, on prend des pauses et puis on en réussit certaines. On en rate d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un léger nuage qui va passer, qui va rendre les choses un peu floues, un peu opaques, parce qu'on a bougé, ou bien parce qu'il y a un satellite. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien là, mais là, il y a un satellite qui passe sur une de ces photos. Bon, ben là, ce n'est pas dramatique quand on utilise ce genre de technique. Qu'est-ce qu'on fait après? Une fois qu'on a rassemblé toutes ces photos, on élimine les ratés. Et puis ensuite, il y a des logiciels. Alors là, je tiens à faire remarquer que les astronomes amateurs français sont assez balèzes dans le domaine, parce qu'il y a des logiciels de traitement open source, gratuits, qui fonctionnent sur toutes les plateformes. Alors là, je pense par exemple, comment il s'appelle? Cyril, c'est celui que j'utilise, qui permettent ces traitements d'une façon assez simple. Donc, on aligne des images. On va leur dire, tu reconnais telle étoile. Ils vont reconnaître sur l'image ces étoiles et ils vont les faire coïncider. Une fois qu'on aura aligné les images, il faut voir qu'une image comme ça, c'est un tableau de chiffres. Donc, un pixel, c'est un endroit. On va pouvoir ensuite additionner les images pixel par pixel. Et la pause courte, toutes ces pauses courtes dont on aura retiré les ratés, ça va faire l'équivalent d'une pause longue. Mais mieux que ça, on va pouvoir faire des traitements. Par exemple, là, sur ces images-là, la photo avec le satellite, il est gardé, parce qu'à part le satellite, elle était bonne. Bon, alors le satellite, il n'est pas très lumineux. Dans la masse des 120 photos, il ne compte pas beaucoup. Mais il y a des techniques qui permettent de l'éliminer complètement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une somme d'images, on calcule la médiane. Sur le plan de l'information gardée, c'est quasiment équivalent. Et par contre, des choses qui s'écartent franchement de la moyenne vont être complètement éliminées. Et donc, il n'y aura même pas, si on cherchait des traces du passage du satellite, on ne le verrait pas. Voilà, donc ce genre de traitement, vous voyez que c'est quand même assez sophistiqué. Les amateurs le font tous. Permet de faire des photos pas mal. Donc ça, ce qui est affiché, c'est le résultat final de ce traitement. Ce qui est une photo, moi je suis content quand je fais ça, mais franchement, il y a des amateurs, ils voient ça, ils rigolent. Hein. Je suis un amateur du dimanche. Il y a une autre chose qu'on peut faire et qui est faite ici, c'est qu'en fait, on a du bruit. On a ce qu'on appelle du bruit lumineux, c'est l'équivalent de bruit thermique ou de bruit de fond sur un signal sonore. On a une espèce de bruit qui est dû justement à la réflexion de toutes les lumières urbaines sur le ciel. Et là, c'était pris à la montagne, mais il y avait quand même un fond lumineux assez fort. Et si j'avais vraiment fait l'addition, vous auriez eu un fond de ciel pas du tout noir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne une zone où il n'y a pas d'étoiles, et puis on calcule la moyenne de l'éclairement et on la soustrait. Et ça fait une soustraction de fond de ciel qui permet de se débarrasser d'une bonne partie de la pollution par l'éclairage urbain. L'inconvénient de l'éclairage urbain, c'est qu'il faut poser plus longtemps, parce qu'en fait, on a un problème de signal sur bruit qui est plus faible et qui oblige à acquérir du signal pendant plus longtemps. Là, j'ai dû poser 121 fois 30 secondes. Si j'avais été dans un endroit vraiment noir, j'aurais pu me contenter sans doute de 30 images et avoir le même résultat. Voilà, donc à ce prix, les amateurs s'accommodent depuis des années des avions, des 9000 satellites qui sont en orbite autour de la Terre et d'une partie du fond de ciel lumineux. Bon, va sans dire que ça marche dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on ne prend pas nos photos à Paris. D'ailleurs, là, il y a une petite remarque à faire au passage. Si vous êtes allé à la campagne, ou même dans des endroits fabuleux, genre désert du Sahara, etc., où la Voie lactée est quasiment éblouissante, enfin, c'est une façon de parler, il faut se dire qu'à Paris, au XVIIIe siècle, les gens avaient ce ciel-là. Et autre chose, il y a un ouvrage qui s'appelle la Revue des constellations, qui a été écrite dans les années 50, et qui indique des galaxies de magnitude 12. Alors, magnitude 12, c'est ce qu'on voit avec un télescope
diamètre 20 cm, on peut voir ça, avec un œil déjà affûté. Bon, actuellement, il faut aller vraiment à la campagne, au moins 50 ou 100 km de Paris pour voir ça. Et ben, dans ce livre, la revue des constellations, il disait « Ah, telle galaxie est observable à Paris ». Voilà. Bon. Donc, depuis les années 50, les choses se sont franchement dégradées sur le plan de la pollution lumineuse. Alors, les astronomes les plus chevronnés, c'est ceux qui font de l'astronomie pro-am. Alors, c'est un jargon pour dire professionnel amateur. Alors, il y a les Amstram, c'est des astronomes amateurs, et il y a les pro-am. Alors, les pro-am travaillent dans le cadre de projets qui sont dirigés par des chercheurs professionnels, coordonnés par eux, et eux, ils font des observations. C'est des projets où on a besoin d'avoir beaucoup de points d'observation avec des techniques et des instruments relativement simples. Alors, quand je dis relativement simple, c'est quand même des équipements, il faut bien aller lâcher 10 000 € pour les avoir. Et puis, il faut avoir une voiture et voyager parce que, en fait, ce que font, par exemple, ces gens-là, je vais donner l'exemple des occultations d'étoiles, ils vont observer une étoile et devant laquelle on a calculé, alors en général des professionnels, ont calculé qu'un objet pourrait passer devant. Alors, cet objet, ça peut être de différentes natures. Ça peut être un astéroïde. Alors, quand un astéroïde passe devant une étoile, comme on sait très très bien la position apparente des étoiles et qu'on sait mal celle des astéroïdes, quand un astéroïde passe à telle heure, calculée à la milliseconde près, devant telle étoile, on acquiert des informations de très bonne qualité sur sa position. Mieux, on sait d'où elle est observée sur Terre. Et l'ombre de l'astéroïde a sa forme. Et donc, on le va observer sur le passage de l'astéroïde de plein de points. Et on va pouvoir calculer la forme de l'ombre du satellite. Et donc, il faut des observateurs qui sont rapprochés de quelques kilomètres. Et on peut reconstituer la forme de l'ombre qui va nous donner la forme, alors cette silhouette d'astéroïde, avec des simples observations comme ça d'astronomes amateurs. Et comme ça, on sait que les astéroïdes ont plus ou moins telle ou telle forme, que certains sont allongés, certains sont arrondis, etc. Une étoile peut aussi être occultée par une autre étoile. Donc, c'est des systèmes d'étoiles doubles, binaires. Et ça aussi, c'est très intéressant à mesurer. Ou bien même par une de ces planètes. Alors, les occultations d'étoiles par une de ces planètes, c'est une diminution d'éclat très, très faible, de souvent moins de 1%. Il y a peu de temps, il y avait que les astronomes professionnels qui savaient faire ça, et les amateurs commencent à s'y mettre et commencent à faire des mesures correctes. Pour faire ces mesures, ils ont besoin d'avoir des mesures photométriques, ça veut dire des mesures de la quantité de lumière reçue très bonnes. Alors, comme les capteurs ne sont pas parfaits, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des étoiles qui sont à côté de l'étoile qui va être occultée et ils mesurent son éclat. Tout le temps, en permanence. Et puis même, autour de l'étoile, ils vont prendre un espèce d'anneau, il n'y a rien, normalement, il y a du fond de ciel. Ils vont aussi mesurer la luminosité de ce fond de ciel. Et avec ces mesures, des logiciels, là, c'est Tangra 3 que j'ai pris comme exemple, je ne connais pas. Enfin, bon, j'ai vu que c'était très utilisé, permet d'avoir ensuite des données photographiques utilisables pour des variations d'éclat très faibles, comme le passage d'une exoplanète. Voilà, donc il y a des gens qui font ça. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Une autre nouvelle technique pour avoir des positions d'étoiles doubles précises, enfin la position relative d'une étoile avec l'autre, c'est des occultations par la Lune. C'est une technique relativement nouvelle chez les amateurs qui est en train de se développer en France. Voilà. Alors, bon, là, il y a des questions d'astronomie fondamentale, hein, l'étude des exoplanètes, des étoiles doubles. Il y a des questions qui peuvent concerner la sécurité des humains sur Terre quand il s'agit de détecter des astéroïdes. Parce que certains astéroïdes ont des trajectoires croisant l'orbite terrestre. Donc, ça peut aussi avoir un intérêt global. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait une petite présentation des activités des astronomes amateurs, assez brève, assez résumée. Maintenant, j'ai voulu, pour savoir comment ils réagissaient à tous ces projets, OneWeb, Starlink, GoWang, Kuiper, etc., je leur ai envoyé un petit questionnaire. Alors, la première partie, c'était
est-ce que vous êtes au courant des projets? Donc, j'ai posé trois questions là-dessus, plus ou moins précises. Et donc, la réponse... Alors, je n'ai pas eu beaucoup de réponses, parce qu'en fait, j'ai eu le sujet de mon talk il y a un peu plus de 2 semaines, donc j'ai eu 2 semaines pour organiser le questionnaire. J'ai reçu 27 réponses, mais par contre, des réponses super bien documentées. Donc, voilà, ça n'a pas de valeur statistique, mais c'est quand même intéressant. Alors, les gens qui m'ont répondu étaient tous au courant du projet Starlink. Ils n'étaient pas au courant des détails, combien de dégâts de satellites tirés, etc. Alors, je dois dire que c'est assez difficile d'être au courant. Avoir le nombre de satellites tirés, c'est facile parce qu'il y a des sites web qui enregistrent tout ça. Et même savoir quand ils vont passer au-dessus de notre ciel, il y a Sky Above Heavens, ouais, donc cité Roland tout à l'heure, qui donne les passages des satellites, tous, hein, la station spatiale, les trucs pas connus, etc. Peut-être pas tous les satellites militaires, mais les autres, oui. Et puis, donc, certains suivent ça, sont au courant de tout, mais ce n'est pas évident d'être au courant, parce que Starlink, par exemple, enfin SpaceX, la société, l'opérateur de Starlink, elle-même change. C'est un projet qui se développe, qui modifie au fur et à mesure. Et par exemple, sur les orbites des satellites, ils ont communiqué au départ certaines orbites, puis ensuite d'autres. Maintenant, on est plutôt sur des orbites basses, puis ils prévoyaient des orbites plus hautes, etc. Enfin bon, il faut vraiment suivre et suivre semaine par semaine ce qui se passe. Il y en a qui le font. Ils sont généralement au courant du fait qu'il y a des concurrents, ils ne les connaissent pas tous. À ma connaissance, il y a OneWeb donc, qui a tiré un peu plus d'une centaine de satellites. Pour les autres, je pense que c'est encore à l'état de projet. Enfin, de projet non réalisé. Je leur ai demandé s'ils savaient qu'il y avait des flottes de satellites plus modestes pour d'autres usages que l'Internet. Et là, quasiment personne n'était au courant. C'est intéressant de savoir. C'est des microsatellites, a priori moins polluants, en orbite basse, qui ne restent pas longtemps. C'est des projets moins dangereux, mais enfin, c'est bon de savoir qu'ils existent aussi et de suivre comment ces choses-là évoluent. Ensuite, je leur ai demandé comment, si les projets de satellites Internet avaient changé leur manière d'observer le ciel. Donc, je leur ai posé ces questions-là qui sont écrites. Est-ce que vous constatez que les satellites Internet dégradent effectivement vos observations? Si oui, quel type? Alors, j'ai mis des petits pointillés parce que je leur ai suggéré un peu ce que je vous ai donné avant. Est-ce que vous êtes gêné par les satellites brillants en phase d'ascension? Alors, une magnitude de 2, c'est des objets qu'on voit très bien à l'œil nu, même à Paris. Ou bien ceux moins brillants déjà en orbite, qui peuvent être magnitude 5, 6, qu'on ne voit plus à l'œil nu dans un ciel moyen. Je leur ai demandé s'ils avaient des stratégies d'évitement, s'ils étaient moins gênés en milieu de nuit, parce que c'est un argument très fort des opérateurs de satellites. Ah oui, mais la nuit, nos satellites ne sont pas éclairés, ils ne vous gêneront pas. Je leur ai demandé si les techniques que je vous ai présentées tout à l'heure de traitement de photos numériques fonctionnaient toujours. Et s'ils pensent que quand Starlink sera opérationnel, c'est-à-dire qu'il leur a envoyé 7 fois plus de satellites, ce qui équivaudra en fait à un doublement des satellites en orbite, s'ils pensent que ce sera toujours pareil. Je leur ai demandé s'ils utiliseraient Starlink comme client, s'ils étaient au courant, s'ils avaient lu des bandes d'essai, etc. Alors là, je vous donne tout de suite la réponse. Tous ceux qui m'ont répondu étaient un peu remontés contre Starlink et m'ont dit non, hors de question, ce serait incohérent de ma part. Mais ils ne reflètent pas tous les astronomes amateurs. Je pense qu'il y en a qui, au contraire, sont fascinés par... enfin, je vous en parlerai parce que certaines réponses m'ont parlé. J'aurais demandé s'ils avaient une opinion plus générale sur le bien fondé des projets spatiaux. Et là, ils ont fait des réponses extrêmement intéressantes dont je vous parlerai aussi. Alors, les amateurs qui m'ont répondu, je ne traite pas leurs réponses de la même manière suivant leur activité. Donc, je commence par les astrophotographes. Donc, les astrophotographes, on constate que le ciel est déjà très pollué donc, par ce que je vous ai dit, les avions, l'éclairage public, les 9000 satellites actuels, et que pour l'instant, ils ne notent pas d'aggravation brutale. Normal,
on est passé de 9000 à 10 800. Bon, on ne change pas d'ordre de grandeur. Donc, je constate l'honnêteté de leur réponse. Ils ne me disent pas ah, c'est devenu infernal. Ils n'ont pas mis de stratégie d'évitement pour le moment. Certains me disent bon, j'en vois un peu plus souvent, mais voilà, c'est pas. Tous pensent qu'ils seront plus gênés quand les flottes géantes seront en régime nominal. Donc, quand Starlink sera en régime nominal, il y aura 2 fois plus de satellites. Ce sera 2 fois plus embêtant. Je pense que ce sera encore gérable, sachant les efforts que Starlink a fait pour rendre les satellites peu brillants. Alors évidemment, quand je dis peu brillants, magnitude 6-7, pas visible à l'œil nu, aux jumelles, on les voit. Sur les photos, on les verra. Le satellite qui passait sur la photo de galaxie que je vous ai montré tout à l'heure, il était probablement invisible à l'œil nu. Mais bon, pour l'instant, ça va. Donc, il y en a un qui... Alors, il y a aussi des choses, des facteurs qui sont très importants pour les professionnels et dont les astronomes amateurs sont très conscients. Ça dépend de quelle portion du ciel on regarde. Ceux qui font des paysages célestes sont très embêtés. Ça veut dire qu'ils prennent un horizon avec un paysage, des montagnes, un lac, des trucs comme ça, et un ciel étoilé derrière. Eux, à coup sûr, s'ils posent quelques minutes, ils vont avoir un truc dedans. Alors, il faut qu'ils prennent plein de photos pour en avoir une qui ne soit pas polluée. Alors, ils n'aiment pas avoir des satellites, ils aiment bien avoir un météore. Quelle perversion. Hein. Bref, ils aiment bien les phénomènes naturels et pas les traces de bagnole, quoi. Donc, eux risquent d'être gênés assez vite. Il y en a un qui dit là, j'ai régulièrement des satellites sur des images, un champ de 40 sur 30 minutes d'arc. Donc ça, c'est le champ typique d'un télescope d'amateur. C'est à peine plus que le diamètre de la Lune. Et il dit qu'il a à peu près une image sur 10 gâchée par un avion ou un satellite. Lui, il les rejette. Bon, évidemment, il ne peut pas dire si c'est des satellites Internet. En fait, les astronomes qui font des photos, ils s'en fichent un peu. De savoir lequel c'est, le truc, c'est juste de ne pas être gêné. Voilà. Mais en gros, voilà, ils ne sont pas catastrophés. En revanche, la prospective à long terme les inquiète parce qu'ils sont tous conscients que Starlink, c'est le premier. Comme on l'a déjà mentionné, quand Elon Musk, sur son site, dit les joueurs pourront jouer à des jeux vidéo avec une réaction de moins de 1/10 de seconde, c'est un peu, enfin, je pense que c'est du foutage de gueule. On ne va pas lancer ça pour les jeux vidéo. Je sais que l'industrie du jeu vidéo est une industrie très importante qui génère des dizaines, des centaines de milliards de chiffres d'affaires. Mais il y a un jeu vidéo qui n'est pas un jeu et qui nécessite des temps de latence très courts et sur des grandes distances, c'est le contrôle des drones et des tirs de drones sur un continent, par exemple le Proche-Orient, certaines régions d'Afrique, et des centres opérationnels qui peuvent être aux États-Unis. Bien sûr, ce sera aussi intéressant d'avoir des systèmes comme ça pour des centres opérationnels en Europe, en Chine, en Russie. Donc, on peut imaginer que ces réseaux seront multipliés par le nombre de continents au moins. Donc, il ne faut pas trop se focaliser sur Starlink. Starlink accepte de discuter avec les astronomes pour réduire la brillance de ces satellites. Est-ce que l'opérateur russe ou chinois aura envie de s'embêter avec ça? J'en sais rien, je ne présage de rien, mais à chaque fois, il faudra recommencer. Alors, les réponses d'observateurs d'occultation. Alors, eux, ils regardent des tout petits champs. Donc, la remarque qu'ils ont faite, c'est nous, on regarde des tout petites portions de ciel, donc ce ne serait vraiment pas de chance qu'on soit gêné dans nos observations. Et pourtant, en 2 semaines, en posant la question, j'ai reçu 2 cas très bien documentés d'observations gâchées. Donc, alors bon, pas toutes en France. Hein. Il y en a une qui était en France, c'est celle qui est présentée ici. Alors, bon, voilà. Ça, c'est une étoile qui servait, c'est la luminosité d'une étoile de référence. Là, l'axe en bas, c'est le temps, et là, c'est la luminosité, enfin la brillance. Donc là, c'est l'étoile qui servait de référence
et là, une autre étoile. Là, c'est l'étoile qui devait être observée et une autre étoile de référence. Et ben, pendant l'observation, le temps critique, c'est de l'ordre de quelques secondes. Le moment où on surveille, ben, paf, pas de chance. Il y a un satellite qui est passé pile poil sur une étoile de référence, qui a donc rendu l'étoile de référence extrêmement brillante. Le halo du satellite a pollué l'autre étoile de référence. Bon, il n'y a pas eu d'occultation. Alors, parce qu'en fait, quand on observe une occultation, il y a des zones où on ne la voit pas. C'est une information. Une occultation négative, c'est une information aussi. Donc là, bon, ben, on pouvait considérer qu'il n'y avait pas d'occultation, mais c'est, disons, une observation vaseuse. Voilà. Alors l'autre, c'était vraiment pas de chance. Alors j'ai un film, mais là, avec le partage d'écran, tout ça, je ne sais pas comment vous montrer le film, mais c'était la caméra de surveillance. Alors c'était une occultation. Alors tout ça, ça a été fait cette année, hein, d'un astéroïde pas très connu, voilà, découvert il y a 20 ans. Et l'étoile qui devait être une étoile de référence, l'étoile qui devait être occultée, je crois que c'était celle-là. Et ça, c'est la caméra de surveillance. Alors ça, c'est intégré sur le temps de l'observation. Et on voit un petit satellite qui passe pile poil sur l'étoile. Vraiment pas de chance. On se dit non, mais ça, c'est improbable. Oui, mais voilà, il commence à y avoir suffisamment d'astéroïdes pour que rien qu'en Europe, en 2 semaines, si je demande, j'ai 2 cas. Sur quoi? Quelques centaines d'observations faites par des amateurs dans l'année, peut-être 1 millier. Donc, pour l'instant, c'est faible, mais si on change d'ordre de grandeur, ça deviendra non négligeable. Voilà. Alors, il n'y a pas que des astronomes. Ah oui, si, alors, il y avait la question des stratégies d'évitement pour des mesures scientifiques. Alors, la plupart des astronomes ont répondu, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Il y a une notion qui est quand même intéressante, qu'on a développée en discutant sur Internet, entre autres avec Eric, Nicolas Biver et tout, c'est la notion de crépuscule satellitaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un crépuscule? La nuit tombe, donc le soleil passe sous l'horizon, et même à la tombée de la nuit, le ciel est trop lumineux. Donc, il faut que le soleil descende assez sous l'horizon pour qu'il soit moins lumineux. Donc, il y a le crépuscule civil, c'est quand les gens ont l'impression qu'il fait nuit. Le crépuscule nautique, où on voit des étoiles suffisamment brillantes pour faire le point astronomique. Bon, avec le GPS, il y a de moins en moins de gens qui font ça, mais voilà, ça se fait toujours. Et puis, il y a le crépuscule astronomique, c'est on voit bien la Voie lactée, on peut commencer à travailler sérieusement. Crépuscule astronomique, typiquement, c'est 1h30 après le coucher du soleil. Et donc, on a pensé développer la notion de crépuscule satellitaire, ça veut dire l'heure après le coucher du soleil, où suffisamment de satellites en orbite basse, c'est ceux qui nous gênent le plus, sont dans l'ombre de la Terre. Alors, le crépuscule satellitaire, il dépend de l'altitude des satellites. Il faudrait déterminer une altitude où il y a le plus de satellites gênants, et ça pourrait être calculé dans les logiciels de ciel, genre Stellarium, encore un beau logiciel fait par des amateurs français. Je ne sais pas si c'est déjà intégré, mais ça pourrait être ça. Donc voilà. Alors il y a un chasseur de comètes qui me dit j'ai pas de stratégie d'évitement. Alors c'est quelqu'un qui a découvert plein de comètes, plein d'astéroïdes. Il est assez connu, c'est Alain Maury. Et il me dit j'ai pas de stratégie d'évitement, mais il me dit en même temps on regarde autour du méridien pour pas être embêté. Voilà. Donc en fait c'est une stratégie d'évitement. Et lui s'inquiète de la hausse du nombre de satellites parce que on va perdre aussi de la hauteur par rapport à l'horizon. Plus on regarde bas, plus il y a de satellites qui vont nous gêner. Voilà. Le même observateur dit qu'il a des fausses détections d'astéroïdes de comètes, mais que pour l'instant, c'est limité parce que justement, il regarde là où il n'y a pas trop de satellites éclairés. Mais c'est, comme disait quelqu'un dans un film, pour le moment, tout va bien. Et dans le film, à la fin, tout dérape. On est un peu dans cet état-là. Maintenant, il y a les observateurs en visuel. Donc, c'est des chevronnés et des poètes. J'ai eu des réponses plutôt de chevronnés, mais aussi de poètes. Et elles sont toutes intéressantes. Bon, donc, pareil, ils ont les mêmes constatations que les astrophotographes, donc je ne les répète pas. Quelques citations.
quelqu'un qui dit j'en ai compté 52 des satellites en une nuit. Ça fait quand même beaucoup. L'autre qui dit qu'il en a vu à 2 heures du matin en juillet. Autrement dit, l'été, la période où le plus de monde observe, le crépuscule des satellites, on ne l'atteint pas. On est toujours embêté. Et ça, ce sera un problème aussi pour toutes les autres formes d'observation. Il y en a un que je connais qui me dit je remarque une petite élévation des points brillants la nuit, mais mes jumelles ont du mal à lire la plaque d'immatriculation. Je ne sais pas si c'est Starlink ou autre, mais de toute façon, ils s'en fichent. Ce qui l'ennuie, c'est d'être gêné. Et puis, il y en a un qui identifie visuellement des pluies d'étoiles filantes. Alors, c'est des gens qui font du visuel, mais qui prennent des notes, qui regardent d'où elles partent dans le ciel, d'où elles arrivent, et qui essayent d'estimer leur vitesse aussi. Et qui dit qu'une fois, il s'est fait avoir. A priori, il n'y a pas de confusion possible, mais il y a des satellites rapides et il y a des astéroïdes, enfin des météores très longs. Et qu'une fois, voilà, il s'est trouvé pris de doute. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de météores qui sont artificiels parce que justement, c'est des satellites qui retombent et qui sèment la confusion. Alors, il y a un astronome observateur qui m'a parlé du ressenti. Et le ressenti, c'est très important. Et alors, il a dit, voilà, les satellites, c'est comme aller écouter une sonate de Mozart, et puis un portable sonne dans l'assistance. Ça ne dure que quelques instants, certes, mais d'une certaine manière, n'est-ce pas, toute la sonate qui est foutue. Et il a écrit aussi, l'œil est immédiatement attiré par ce qui bouge. C'est un réflexe qu'on ne peut pas déconditionner, issu de l'évolution darwinienne, paraît-il, puisque évidemment, ce qu'on craint, c'est à la base, il ne faut pas oublier, on est programmé comme des chasseurs-cueilleurs et des proies potentielles. Ce qui bouge, c'est un prédateur ou une proie. C'est ça que notre œil détecte le mieux. En séance d'observation visuelle, le passage d'un satellite dans l'oculaire d'un télescope brise l'atmosphère mentale dans laquelle l'acte d'observer le ciel se fait. Et c'est extrêmement pertinent comme remarque. Et il dit, ça j'adore, c'est agaçant comme un moustique d'œil. Voilà, j'ai adoré l'expression. Un autre dit que c'est une gêne ponctuelle supportable. Mais là, il fait de la prospective. Quand il y aura plus d'étoiles se déplaçant dans le ciel qui seront artificielles que d'étoiles naturelles, ce sera insupportable. Donc, ce sera fini la magie de la contemplation d'un ciel immuable, etc. Ce sera fini. Et ce sera une manière de plus de couper le lien que nous avons eu avec le cosmos. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote. J'ai du temps, j'en suis à combien de temps? Ouais, ok. J'étais animateur dans un truc qui s'appelle l'IYC, International Astronomical Youth Camp, quand j'étais étudiant. Et on avait des gens qui venaient de tous les pays, surtout d'Europe, mais on avait des gens qui venaient d'autres continents. Alors maintenant, depuis la chute du mur, c'était avant 90. Maintenant, voilà. Bref, il y avait un Américain de New York qui voulait aller faire un camp d'astro en Europe, donc d'une famille a priori aisée, et qui dit on demandait quelle expérience du ciel ils avaient, s'ils avaient un télescope, et il disait une fois je suis allé à la campagne vraiment loin de New York, quelqu'un de 17 ans, et j'ai vu le ciel étoilé. Ça m'a fasciné. Voilà, donc juste pour donner une image de à quel point certaines personnes peuvent être coupées du ciel et pas forcément des personnes défavorisées. En fait, les personnes défavorisées qui vivent dans les pays les plus pauvres, c'est eux qui ont les plus beaux ciels. Ils ont ça. Je ne sais pas si ça les console. Mais... Donc voilà. Un autre que je connais, c'est le même que celui des plaques d'immatriculation, qui me dit que les jeunes ne connaîtront jamais un ciel pur si on a 100 000 satellites dans le ciel, on en verra beaucoup. Et il me dit, est-ce que tu crois qu'on pourra se connecter au James Webb? Alors évidemment, c'est une blague. La réponse, c'est non. Déjà, les astronomes professionnels doivent répondre à des tests extrêmement sélectifs pour avoir quelques minutes d'observation avec ces instruments. C'est évident que les astronomes amateurs n'auront jamais accès aux télescopes spatiaux, à moins qu'on se mette à envoyer des milliers de satellites munis de télescopes. Alors, moi, je présage de rien parce qu'il y a plein de trucs que je croyais impossibles qui sont réalisés. Donc. Commentaires sur les projets de flotte géante. Il y en a un qui me parle du syndrome de Kessler.
Il dit c'est pas possible. Starlink a un taux de succès de 93%, c'est-à-dire qu'il y a 7% de satellites qui sont en panne de Starlink. Alors Starlink a un truc pour éviter le syndrome de Kessler. Les satellites ont un système autonome de détection d'obstacles et de correction de trajectoire sans passer par un centre de décision au sol et sans passer par l'intervention d'un humain. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que leurs satellites, quand l'ESA leur a dit hey, « vous êtes sur une trajectoire de collision probable », ils n'ont pas répondu parce que c'était en mode automatique et ils devaient faire confiance au système. Ils étaient en panne, pas de chance. Donc, sur ces satellites en panne, certains n'auront pas ce système de contrôle. Le nombre d'approches de satellites croît plus que linéairement avec le nombre de satellites, donc il y a un moment, ça va péter. Alors, c'est possible. Moi, je ne sais pas, je ne ferai pas de pronostic, mais les astronomes amateurs, ils pensent. Il ne faut pas croire, mais les astronomes amateurs aiment bien les satellites. Ils sont plutôt bienveillants vis-à-vis de ça. Je veux dire, ils ont adoré les satellites du télescope Hubble, ils suivent les télescopes même moins connus comme Fermi, XMM et tout ça, ISO il y a longtemps. Et ils sont tous à baver en espérant que James Webb, tout va bien se passer dans le tir qui aura lieu le 24 décembre. Donc, voilà. Le problème, c'est le nombre. Hein, ce n'est pas le fait qu'il y en ait. Quelqu'un dit alors c'est un ingénieur retraité d'un grand opérateur qui dit, oui, bon, la fibre a eu entre 2000 et 2020 un débit multiplié par 600. Et ce n'est pas fini. Juste par des progrès technologiques. La fibre est sur une dynamique de forte croissance et le satellite aura beaucoup de mal à lutter. Et je pense que pour l'Europe, il a parfaitement raison. Et ce n'est pas en Europe que Starlink va trouver des clients. Les bancs d'essai que j'ai lus par les Européens disent bon, bah, Starlink, c'est pas mieux que la 4G. Et la 4G, on la capte quasiment de partout, en France en tout cas. Donc, le marché ne pourra être qu'un marché de niche dans des territoires non fibrés qui se réduisent de plus en plus. Alors, je ne sais pas quelle sera la politique aux États-Unis. La clientèle en Afrique, même si un village entier se cotise, je ne suis pas sûr qu'ils arriveront à payer les 99 $ par mois. J'y crois pas trop. Donc, bon, ben, c'est probablement les militaires qui paieront. On verra s'ils trouvent que ça vaut le coup. Ce n'est pas sûr que toutes les sociétés fonctionnent. Il y aura des abandons, il y aura des faillites et des satellites qui resteront à l'abandon. Alors, les satellites Starlink sont assez bas actuellement, enfin dans le projet, la configuration actuelle. Au bout de quelques années, ils tomberont. Ils tomberont et ils sont conçus pour tomber, se consumer intégralement dans l'atmosphère sans faire de débris au sol. Des projets comme OneWeb, il me semble, enverront des satellites plus hauts. Donc, si OneWeb fait faillite, les satellites risquent de rester plus longtemps. Et le plus longtemps, je ne sais pas, mais ça peut peut-être se mesurer en siècles. Je ne sais pas quelle est leur politique sur l'altitude des satellites. Mais 1000 km, c'est très problématique. 1200 km, s'ils font faillite, ces satellites, on les gardera sur des périodes historiques, je pense. À moins qu'ils les désorbitent. Mais est-ce qu'ils les désorbiteront s'ils font faillite? Voilà, vous voyez ce genre de questions. Quelqu'un dit, bon, je ne suis pas contre ces projets de satellites, mais il faudrait qu'il y ait une entente internationale. Je ne développe pas plus parce qu'Eric va nous en parler. Le commentaire du dessous est à peu près le même, avec une certaine dose de pessimisme, parce qu'il est conscient des usages militaires qui n'incitent pas les États à se mettre ensemble. Donc, lui, il dit qu'il faudrait que ce soit un échec commercial. Bon, il y a une réflexion là, qui n'est pas encore venue, c'est que l'Internet, les objets connectés, une connexion 24 heures sur 24, pour des applications comme la guerre, on n'en parle pas plus, mais la bourse, les jeux vidéo, parce que les gens le feront. Hein. Les objets connectés, c'est par exemple Tesla. Tesla serait très content de relier ses voitures par Internet, c'est-à-dire sans recourir pour connecter ses voitures au réseau des autres. Il aura son propre réseau. Tout ça, ça consomme une énergie dingue. Les crypto-monnaies, c'est encore pire et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, les gens se disent, est-ce bien raisonnable à l'heure de la transition énergétique, d'autant plus que les gens n'ont pas envie de faire trop de centrales nucléaires,
avec les voitures électriques et le développement d'Internet, il faudra sans doute multiplier le nombre de centrales par 2 ou 3 en France et mettre du nucléaire dans des pays qui n'en ont pas. C'est un vrai problème. Et là, moi, je vois un peu mes enfants, enfin la génération de mes enfants, 20 ans, etc., qui est très critique vis-à-vis de ma génération et de celle de mes parents avec la bagnole. Et parce qu'on a été complètement inconscient vis-à-vis du climat, etc. Et eux se lancent avec un enthousiasme aussi aveugle dans la consommation électrique que les générations des années 70 se sont lancées dans la consommation sans se questionner voilà, d'énergie fossile, sans se soucier plus de leurs coûts environnemental, social, etc. Certains demandent que le ciel nocturne soit un patrimoine mondial de l'humanité. En fait, on l'a tous regardé et on le souhaite tous. Il faudrait modifier un peu la définition du statut, mais voilà. Alors, là, j'ai eu des réponses de gens qui doutent, mais il y en a un qui fréquente pas mal les réseaux d'astrophotographes et qui dit, bon, ben, les astrophotographes qui sont sur les forums, c'est plutôt des geeks. Et eux, Starlink, ça leur plaît. Donc voilà, mon enquête, elle est biaisée. Et ces gens-là n'ont pas répondu. Alors, soit ils ne sont pas dans le réseau de dissémination que j'ai, et puis peut-être qu'ils n'avaient pas envie de répondre. Certains trouvent ça magnifique et parlent d'une expérience forte. Alors moi, quand j'ai vu un train de Starlink, effectivement, expérience forte, je confirme. Magnifique, bon, ben, ça c'est une appréciation qui varie d'une personne à l'autre. Comparaison avec les voitures. Au début du XXe siècle, on s'émerveillait à juste titre des voitures. Mais quand il y en a eu trop et qu'on passe plusieurs heures par jour sur le périph' de Toulouse, de Paris, etc., on n'est plus émerveillé du tout. Alors maintenant, ma conclusion pour finir. Le problème de la pollution par les satellites, ce n'est pas un problème en soi de satellites, c'est un problème de quantité. Pour le moment, pour les astronomes, on est loin du changement d'échelle critique qui les oblige à changer des techniques d'observation. Mais tous sont persuadés que ça viendra. J'espère qu'ils ont tort, mais voilà, c'est la prospective actuelle. Roland a parlé tout à l'heure de projets de satellites publicitaires. Normalement, les conventions internationales les interdisent. Mais est-ce qu'elles tiendront? Alors là, c'est de la pollution volontaire. C'est ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de pire, c'est cauchemardesque. Et ça, les astronomes amateurs ne sont pas trop au courant. J'en avais parlé dans un édito de mon journal favori. Mais bon, voilà, je n'en ai pas fait un article non plus. Je n'ai pas envie de disséminer des idées toxiques. Alors aussi, quand on aura changé, qu'on aura 10 fois plus de satellites dans le ciel, je pense qu'il y aura des algorithmes qui ne sont pas inventés, mais qui permettront de contourner certains problèmes, moyennant un temps d'observation accru, d'aller dans des endroits encore plus spéciaux et d'avoir du matériel plus cher et des moyens de calcul beaucoup plus élevés. Ce sera sans doute du moyen de calcul. Donc, on est encore amené à consommer plus d'électricité. Et les astronomes amateurs, actuellement, quand ils font de la photo, ils ont des gros ordinateurs qui font tourner longtemps. C'est pas, enfin bon, sur le plan du bilan dans la planète, c'est rien, mais c'est juste pour dire qu'on sera dans l'esprit du siècle. Donc tout ça, on se prépare vers un monde qui compte sur l'électricité comme une ressource inépuisable allant de soi, qui ne l'est pas, avec la même insouciance que les gens avaient avec les énergies fossiles dans les années 60-70. Et je pense que les générations de nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, nous en voudront beaucoup. Et en voudront aussi à nos enfants. Alors, moi, j'ai une petite conclusion personnelle, c'est que pour l'instant, ce qu'on peut faire, on pourra toujours le faire, mais simplement, ça va être plus compliqué. Et moi, je trouve que le XXIe siècle, c'est un siècle où on arrive à faire ce qu'on arrivait à faire au XXe siècle, mais d'une façon plus compliquée. Alors, c'est vrai pour l'astronomie amateur, je trouve que c'est aussi vrai pour acheter un billet de train, pour faire plein de trucs, pour prendre un rendez-vous chez le médecin. On est confronté à des robots. Dès qu'il y a un truc qui déconne ou qu'on a un besoin non standard, c'est le cauchemar.
Voilà, bienvenue au XXIe siècle. Ben, ce sera pareil pour l'astronomie amateur et professionnelle.